Voilà, champagne. Voilà, ce petit nectar pour notre apéro de ce soir. J'allais dire le champagne qui a toujours été la boisson des grands de ce monde et que tout le monde veut boire aujourd'hui pour se donner l'impression de participer à ce club fermé des élites. Vous l'avez compris, c'est un clin d'œil au sujet de ce soir puisque nous allons parler des élites de l'histoire de France avec Éric Anseau que je reçois. Merci. Enchanté, Yann et Malin. Merci de recevoir. Éric Anseau, donc vous êtes historien, maître de conférences à Sorbonne Université. Vous êtes un spécialiste de l'histoire des pouvoirs et de l'action publique, voilà, sur la période contemporaine. Vous avez écrit, je ne sais pas, plus de 25 livres peut-être, et je le disais, vous venez d'écrire donc Les élites françaises chez Passé Composé, avec ce sous-titre intéressant, Des Lumières au grand confinement. Donc vaste projet de 300 ans d'histoire de la Révolution à aujourd'hui. Vous nous parlez donc de ces élites bousculées, mal aimées, de la faillite des élites, de la continuité ou des ruptures ou des nouveautés. J'allais dire, c'est un très vaste projet éditorial. D'ailleurs, je me trompe peut-être, mais peu de gens se sont attelés à un tel travail. Oui, très peu de travaux. Alors déjà, merci Yann et Malin de me recevoir. Très peu de travaux ont été consacrés, très curieusement, aux élites. Parce qu'on le voit dans nos médias, on voit que c'est une problématique très actuelle, avec la défiance du peuple vis-à-vis de ses élites. Et quand on regarde, il y a Guy Chaucinan-Nogaret qui a publié 2 travaux, mais désormais un petit peu anciens, années 70, début des années 80 sur le sujet, et Pierre Birnbaum, qui avait adopté un petit peu l'angle que je suis moi-même pour mon livre, c'est-à-dire il avait intitulé son livre « Le peuple et les gros ». Donc vous voyez, c'est le rapport entre ces élites et le peuple. Et donc, j'ai donné, voilà, une dizaine d'années un cours à Sciences Po, très ancré dans le contemporain. Je suis moi-même 19e-iste, et je me suis dit que voilà l'occasion de donner, avec une profondeur historique, une réflexion autour de cette défiance entre le peuple et les élites. Alors justement, quand on parle d'élite, j'allais dire, l'idéologie n'est pas loin, se cache juste derrière. Donc de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que l'élite, les élites? Voilà, il y a toute cette méditation au début de votre livre. Votre réponse, votre sujet, c'est quoi? C'est quoi les élites? Alors je suis parti à l'étymologie du terme, et au moment où on a commencé à l'employer, c'est-à-dire au Moyen-Âge, Chrétien de Troyes, Christine de Pisan, donc Chrétien de Troyes 12e siècle, Christine de Pisan 14e, utilisait l'acception d'élite dans la double acception qu'on lui connaît aujourd'hui, c'est-à-dire les élites, c'est à la fois la fine fleur de la société, ceux qui nous gouvernent, ainsi que leur entourage. Donc à l'époque que nous évoquons, c'est les légistes qui entourent par exemple Philippe le Bel, mais c'est également les meilleurs de chaque catégorie sociale, d'où le terme pluriel. Et là où ça peut être gênant, c'est qu'à certaines périodes de notre histoire, en particulier aujourd'hui, on a le sentiment, le peuple a le sentiment que les élites n'en font plus qu'une. On parle d'une super élite. Et donc, c'est là où ça devient un petit peu gênant. Au début de votre livre, vous avez cette invitation. Comment ces élites ont participé à l'histoire de France pour le meilleur et pour le pire. Et donc, je confirme que le livre répond bien à cette invitation, c'est-à-dire que vous traitez votre sujet, mais en même temps, le parallèle est permanent avec la grande histoire. Donc, on n'est pas perdu. C'est pas une lecture érudite, capable de nous perdre. Donc, merci pour ce travail. Enfin, moi, je vous ai suivi du début jusqu'à la fin. Alors, du coup, on peut peut-être reprendre des éléments de la chronologie. Partons, si vous voulez bien. On est en 1789. C'est l'abolition des privilèges, et donc là vous parlez de rupture, de changement complet des élites. Est-ce que ce changement est véritablement complet à 100%? Alors quasiment, parce que c'est vrai que c'est probablement de toute la période la rupture la plus fondamentale. Et c'est pour ça que je voulais l'ancrer dans les Lumières, car tout part des Lumières. En 1789, en fait, on passe d'une société d'ordre où domine la société la noblesse, le deuxième ordre, et qui est très investie dans le premier ordre, puisque la plupart des prélats sont eux-mêmes des nobles, des aristocrates. Et dans le jeu à trois, parce que c'est un jeu à trois que je décris dans ce livre, le pouvoir exécutif, à l'époque donc le roi de la monarchie absolue, les élites en position centrale, en position pivotale, et le peuple, eh bien avant 1789, le peuple ne joue aucun rôle. 1789, c'est son intrusion sur la scène politique
et des élites et des contre-élites vont en jouer pour essayer de se placer sur l'avant-scène. Alors 1789, on passe d'une domination de la noblesse à une domination de la bourgeoisie, assise théoriquement sur le mérite. Je renvoie quand même à l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui est tout à fait fondamental, ce qui montre qu'on change de monde. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et désormais, ça n'est plus la naissance qui fait la position sociale, comme le confirme l'article 6, mais c'est le talent, ce sont les vertus. On peut se poser la question, elle s'est posée à cette époque-là précisément, peut-être peu à d'autres époques, mais peut-on se passer d'élite? Est-ce qu'un pays peut avancer et être gouverné sans élite? Alors certains l'ont envisagé, en particulier les sociétés communistes. Karl Marx disait au milieu du 19e siècle, nous aurons une période transitoire de dictature du prolétariat, mais à la fin des fins, adviendra, une fois que nous aurons réalisé notre révolution, une société communiste, égalitaire, où il n'y aura pas d'élite. Concrètement, quand on voit au XXe siècle ce qui s'est produit avec les régimes communistes mis en place, l'Union soviétique, les pays du bloc de l'Est. Et les nomenclaturas. Exactement, on s'est rendu compte qu'il y avait des nomenclaturas. Et regardez, je fais un rebond vers notre temps contemporain. On a eu récemment le mouvement des Gilets jaunes, très anti-élite, très remonté contre l'exécutif, le législatif, enfin tous les pouvoirs. Et puis quand on voit les leaders des Gilets jaunes, je pense par exemple à Éric Drouet, que disent-ils? Il nous faut le général de Villiers, ou il nous faut Didier Raoult, le médecin marseillais. Donc même chez eux, il y a un besoin d'élite. C'est fascinant. D'accord. Donc ça reste une utopie dans la réalité, j'ai bien compris. Vous avez cette phrase concernant la franc-maçonnerie qui joue un rôle politique secondaire dans la Révolution, je vous cite. Est-ce que, du coup, à travers ces 300 ans, on peut noter des périodes de grande influence, d'apogée de la franc-maçonnerie en France? Alors, la franc-maçonnerie, créée dans le monde anglo-saxon au XVIIIe siècle, a joué à des moments donnés de notre histoire un rôle plus ou moins important. Il se trouve que sous la Révolution, l'abbé Baruel, en 1798-99, a publié un pamphlet depuis l'exil pour dire c'est la franc-maçonnerie qui a provoqué la révolution de 1789. Alors j'ai voulu dire que bien évidemment il y avait des révolutionnaires francs-maçons, à commencer par le duc d'Orléans, le cousin du roi Louis XVI, le fameux parti d'Orléans. Ce cousin a été régicide et il était franc-maçon. Cela dit, quand on regarde les pourcentages, on se rend compte que dans les révolutionnaires de 1789, ils sont au total assez peu nombreux. Vous avez en 1870, au moment de la chute du Second Empire, dans le gouvernement de la Défense nationale, tous les membres du gouvernement, ils sont 11 qui sont francs-maçons. Par exemple, Adolphe Crémieux dirige le suprême conseil du rite écossais. Gambetta est lui-même franc-maçon, mais il est de conversion très récente. Et puis, on a pu dire qu'en 1980, avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, l'élite rose, eh bien, un certain nombre de figures de ce parti socialiste étaient aussi francs-maçonnes. Je pense à Charles Hernu, Georgina Dufoy. C'est une réalité. Mais quand on regarde d'une part sur le temps long de l'histoire, ces périodes sont au total assez courtes. Et même là, il y a d'autres influences, d'autres réseaux qui jouent. La franc-maçonnerie, soyons très clairs, n'a jamais gouverné la France. Merci de cette précision. Alors, j'avance dans l'histoire, je passe, si vous voulez bien, à Napoléon Bonaparte avec, je dirais, son entre-deux, cette volonté de pouvoir associer à la fois l'ancienne élite et la nouvelle élite. A-t-il réussi dans ce challenge? Et oui, vous avez raison, c'est une période très importante parce que Napoléon Bonaparte, sous le consulat, avait cette formule très forte, ni talon rouge, ni bonnet rouge, je suis national. Ce qui compte pour moi, c'est l'intérêt national. Alors les talons rouges, eh bien, c'est les aristocrates, les bonnets rouges, les bonnets phrygiens, les révolutionnaires. Et son idée était de réconcilier tout le monde. D'où ces masses de granit, avec au bout du bout de ces masses de granit, la fondation en 1808, mais en plusieurs étapes dès le consulat, de cette noblesse d'empire destinée à réconcilier les élites. Cette noblesse d'empire, au bout du compte, quand l'historien l'analyse, et mon maître Jean Tullard l'a fait avant moi, est un échec. Pourquoi? Parce que beaucoup d'aristocrates d'Ancien Régime l'ont boudé. Napoléon Bonaparte les avait fait revenir et ils ont refusé très souvent de donner leurs filles, ce qu'on appelait à l'époque la conscription des filles, aux généraux de l'Empire, qui en fait étaient des généraux bottés, qui avaient conquis l'Europe, qui avaient coupé des têtes, et ça ne leur convenait pas du tout.
Je m'empresse d'ajouter que la fusion des élites a encore plus échoué, nous le voyons, et c'est toute la thèse de Jean Tullard dans sa biographie qu'il a consacrée à Napoléon, parce que ces élites, ces notables, ils ont porté au pouvoir au moment du coup d'État du 18 et du 19 Brumaire en 1799, Napoléon Bonaparte. Mais lorsque Napoléon Bonaparte est devenu un handicap pour eux, avec ses guerres perpétuelles, ils l'ont lâché, littéralement en 1814. Éric, vous venez de lâcher un mot, vous avez parlé de notables, et justement dans le chapitre d'après, sur 1815-1848, donc la restauration, la monarchie de Juillet, vous dites que c'est vraiment l'époque de l'apogée des notables. Alors qui sont-ils et pourquoi cette affirmation? L'apogée des grands notables. Le terme existe déjà sous l'Ancien Régime. On parle à la fin de cette période-là d'assemblée des notables. Ils vont jouer un grand rôle d'ailleurs dans le renversement du roi Louis XVI. Il y a toute cette ambiguïté de l'élite qui se savonne en quelque sorte la planche en 1788-89. Mais le terme va être ancré dans l'une de nos premières constitutions, qui est celle de l'an 8, la constitution du consulat. Ce sont ces notables, cette élite des notables qui est appelée, dans l'esprit de Napoléon Bonaparte, à gouverner la France. Alors qui sont-ils? Ce sont des propriétaires fonciers, parce que je dirais la propriété mobilière à l'époque est très mal vue. On veut vraiment des gens qui sont assis véritablement par un gros patrimoine foncier, qui, parce qu'ils auront des rentes, pourront se consacrer au bien public et qui seront attachés à la patrie parce qu'ils défendront leur petite patrie qui sont leurs propriétés. Et à partir de 1815 et jusqu'en 1848, ce sont les grands notables qui sont au pouvoir par le biais de régimes, d'abord la Restauration et puis ensuite la monarchie de Juillet à partir de 1830, qui sont ce qu'on appelle des régimes censitaires. En d'autres termes, c'est la quotité d'impôts que vous payez qui fait de vous un électeur, mais également un élu. Imaginez, je vais donner simplement ce chiffre, qu'en 1816, vous avez sur une population de 28 millions d'habitants, environ 80 000 électeurs seulement. Et vous avez à peu près 15 000 éligibles. Donc vous voyez que la pyramide est très pointue et que l'élite gouvernante est vraiment très très limitée. Les 200 familles. Quasiment. Ouais. Éric, vous parlez, profitons quand même un petit peu de ce petit champagne. Voilà, je salue d'ailleurs la famille Leherle qui exploite ce vignoble sur la commune de Vertus, tout un programme, à côté de Vertoulon. Alors, quittons peut-être la chronologie. Je voudrais vous poser une question sur les relations intra-élites, entre différentes élites. On a bien vu entre des lieux de fréquentation qui ont été des salons, des cercles, des clubs, entre le salon de Dame de Roland ou le think tank Terra Nova ou l'Institut Montaigne. Y a-t-il une constance pour vous ? Oui, effectivement, il y a des lieux où se rencontrent les élites et souvent c'est des lieux qui sont très proches du pouvoir, les clubs révolutionnaires par exemple. Les réunions de parlementaires qui commencent à apparaître sous la Restauration avant de se développer. Les conférences d'éloquence parlementaire à partir du moment où les débats parlementaires vont être publicisés sous la monarchie de Juillet, apparaît la conférence Molé en 1832 et d'autres conférences qui vont nous suivre jusqu'à la 4e République. Et puis, vous l'avez dit, ces groupes d'experts. Alors moi qui suis plutôt un spécialiste de Napoléon III et du Second Empire, je les vois apparaître dès ce moment-là dans l'entourage du pouvoir. Le pouvoir, avec des questions qui sont de plus en plus techniciennes, a besoin de s'appuyer sur ces cercles d'experts. Et ces cercles d'experts qu'on retrouve dans les années 1860, eh bien, ce sont nos contemporains think tank avec des étapes importantes dans l'entre-deux-guerres. Alors, vous avez un temps fort des réflexions parce que la Troisième République est en crise et donc vous avez le groupe X-Crise à Polytechnique, enfin, toute une nébuleuse réformatrice qui apparaît, c'est mon collègue Olivier Dard qui l'a très bien étudié. Et puis au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, alors permettez-moi de rendre hommage à Daniel Cordier. Daniel Cordier a été à l'origine de la fondation du Club Jean Moulin. Eh bien le Club Jean Moulin, au début de la Ve République, c'est l'ancêtre de nos actuels think tanks.
Une autre question, toujours sur le temps long, la question liée à la formation des élites. Alors, sujet d'actualité, on a compris qu'il y aura peut-être un après ENA, mais y a-t-il eu un avant l'ENA? Oui, alors l'ENA, c'est une idée très noble en fait qui part de la Deuxième République. L'idée que l'élite, elle se forme dans l'entre-soi. C'est-à-dire qu'il faut avoir des clés, je ne suis pas bourdieusien, mais Bourdieu a une forme de pertinence sur certains points, un capital culturel d'imprégnation du milieu qui va faire que vous appartenez à l'élite. Et en fin de compte, on fréquente des lieux du pouvoir, des écoles spécifiques dans le premier 19e siècle qui vont vous permettre de faire partie de l'élite. La faculté de droit. La faculté de droit, on n'y va pas pour décrocher un diplôme et se préparer par un droit très pratique qui serait basé sur l'économie politique ou le droit administratif. Pas du tout. On y va pour le carnet d'adresses. Eh bien, en 1848, la Deuxième République a voulu rompre avec cela et elle a créé une première école nationale d'administration où l'idée était qu'on allait rentrer dans cette école non pas par le capital social mais par un concours, donc par le mérite. Et qu'on allait avoir un enseignement pratique et qu'après on allait servir et bien servir l'État. Malheureusement, cette ENA a été supprimée dès l'année suivante. Jean Zay, dans l'entre-deux-guerres, va vouloir la refonder, il ne va pas y parvenir, et c'est le général de Gaulle qui va la fonder en 1945-46 avec Michel Debré. L'idée de s'appuyer, le mot n'est pas un gros mot dans l'esprit de Michel Debré, il en est lui-même issu, sur la technocratie. C'est un mot nouveau à l'époque, le mot technocratie. Mais l'idée que ces hauts fonctionnaires seront cantonnés dans leur rôle, c'est-à-dire aider le pouvoir politique. Et le malheur, je dirais, à partir des années 70-80, c'est que les énarques ont investi, comme au XIXe siècle les polytechniciens l'avaient fait, les hautes sphères du pouvoir, la sphère politique, et encore plus grave, depuis une vingtaine d'années, les milieux économiques, c'est-à-dire qu'on va les pantoufler vers les groupes industriels, on va se retrouver dans les banques, on va revenir vers la politique. Alors, je ne dis pas que c'est mal, parce que ça permet, si vous voulez, à nos élites politiques d'avoir une connaissance des milieux économiques, mais il y a un risque quand même très grave de conflit d'intérêts. Et ce qui est important avec la thèse de mon livre, c'est de voir que dans l'esprit du peuple, eh bien, il y a une collusion, il y a des risques de conflit d'intérêts. Il y a eu quelques scandales, c'est vrai, ces dernières années, et c'est ça qui est inquiétant. Je voudrais peut-être finir nos échanges sur cette période très contemporaine. Et là, j'ai envie de vous féliciter parce que beaucoup d'historiens de l'époque contemporaine n'aiment pas trop approcher de l'actualité. Bon, il y a ceux qui s'arrêtent à la dernière guerre, il y a ceux qui vont jusqu'à mai 68. Mais voilà, vous affrontez vraiment la période toute chaude. Et je trouve que c'est intéressant parce que du coup, on a un continuum par rapport à ces 300 ans de lecture. Et je tenais à insister pour vous féliciter ce travail. Et donc vous avez une radioscopie carrément de la Macronie. Et donc vous nous expliquez très clairement cette montée en puissance de la contestation des élites, même si on a compris qu'elle perdurait à travers l'histoire, mais peut-être avec une force démultipliée, notamment lors de l'élection de 2016. Donc avec notamment les deux représentants de Marine Le Pen et Mélenchon, qui sont les symboles de cette contestation. Mais alors, si c'était l'apogée de la critique des élites, comment expliquez-vous l'arrivée d'Emmanuel Macron, qui, j'allais dire, est l'archétype du représentant de l'élite républicaine? Il y a plusieurs éléments qui jouent. Comme souvent en histoire, il n'y a pas une cause unique, il y en a plusieurs. Emmanuel Macron, alors c'est le pur produit effectivement de l'élite, vous l'avez dit, il est passé par l'ENA, voilà, il remplit toutes les cases, mais c'est un homme intelligent et il a su se démarquer du milieu d'où il venait. Souvenez-vous de son livre Révolution, qu'il fait paraître dans le cadre de cette campagne présidentielle 2016-2017, où il dit déjà, alors il a été après poussé par le mouvement des Gilets jaunes à en rajouter une couche et à diligenter avec Édouard Philippe cette commission Thiriet pour réformer l'ENA, mais déjà dans ce livre, il disait « on a un problème avec nos élites technocratiques ». Et force est de constater, si vous voulez, que quand il est arrivé au pouvoir, au lendemain, vous savez, il y a eu des législatives, il y a eu un casting très original pour les candidats de la République
République En Marche. C'était très neuf. Hein. Beaucoup d'entre eux sont issus vraiment de la société civile. Il y a eu un renouvellement tel qu'on n'en avait pas connu depuis 1958 des députés. Et beaucoup sont DRH, viennent du monde de l'entreprise, parfois même de la petite entreprise. Alors ils ont été pour certains d'entre eux un petit peu moqués parce qu'ils n'avaient pas les clés. On peut regretter peut-être aussi qu'ils sont coupés, en raison de la loi du non-cumul des mandats, de mandats locaux qui leur permettraient d'avoir un véritable ancrage, mais ils apportent aussi une forme de souffle nouveau. Donc c'est un petit peu ça, la Macronie, c'est un mélange. L'osmose, on l'a vu, n'a pas totalement pris avec le peuple, puisqu'il y a eu effectivement, quand même, on a eu 3 mouvements populaires depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé en fonction, c'est-à-dire depuis 3 ans et demi. Alors, vous finissez, je ne sais pas si c'est un chapitre que vous avez rajouté sur le grand déconfinement, puisque c'est le sous-titre de votre livre. Et là, j'allais dire, vous osez une thèse, puisque vous nous expliquez que la gestion ou la non-gestion ou la malgestion de la crise est à rapprocher avec d'autres périodes. En l'occurrence, vous nous parlez de 1870 et de 1940. Est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots votre thèse ? Oui. Alors un petit mot déjà sur le titre et sur cet épilogue que j'ai ajouté. C'était pas prévu au départ. Mon livre devait sortir, pour vous donner une idée, en avril. Et quand j'ai vu là où nous allions, j'ai dit à mon éditeur, il serait peut-être bon de se donner un petit peu de temps. Bon, je suis pas pressé. Regardons comment les choses évoluent. Peut-être que ça infirmera après tout la thèse de mon livre, mais peut-être que ça la confirmera. Et je pense que ça l'a plutôt confirmé. Alors notre président a comparé dans sa première grande intervention, c'était à Mulhouse, là, avec l'hôpital de campagne, la crise de la Covid avec une guerre. Je crois que ça... Bon, il y a une forme d'indécence, parce que nos poilus, les morts de la guerre de 70, ceux de 39-45, c'était quand même autre chose, hein, indéniablement. Et moi, je respecte beaucoup nos soignants, les médecins et tout, mais ça n'avait rien à voir. Par contre, là où il y a une forme de pertinence, c'est dans la réaction de nos élites par rapport à une situation de crise gravissime, comme l'est la guerre. Parménide, dans l'Antiquité, disait « la guerre est le suprême juge, le suprême révélateur ». Et c'est là où les gens se révèlent en grand ou en petit. Or, il se trouve qu'on a vu des comportements... Alors déjà, une pénurie. Hein, vous le soulignez tout à l'heure, hein, une pénurie qu'on a très mal gérée, me semble-t-il, avec un discours qui ne correspondait pas à la réalité. Et on a vu, moi j'ai eu des retours au sein des cercles du pouvoir, de hauts fonctionnaires, pas tous, la majorité s'est bien comportée, mais qui craquaient littéralement, qui se faisaient porter pâle, qui défaillaient devant l'ennemi, en l'occurrence ici un virus. Et moi qui suis historien du 19e siècle, ça m'a rappelé quand même énormément ce qui s'était passé au moment de la débâcle de 1870. Eh bien, ça pourrait être le mot de la fin. Grand merci, Éric Anceau, et d'être venu avec les élites françaises. Très beau livre que je conseille. Il faut se précipiter, enfin, dès que les librairies seront ouvertes, mais c'est une question d'heure ou de jours, j'espère, avec ce travail. Et puis, à bientôt pour un nouvel apéro. À bientôt. Merci à de vous. votre accueil.